Salut et dur à cuire et contente de vous retrouver. J'espère que vous allez hyper bien, que vous êtes en forme, puisqu'aujourd'hui on va aller loin, on va voyager jusqu'en Thaïlande, un pays je pense que vous êtes nombreux à apprécier et peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance d'y aller en vacances. Hein. On va ressusciter un petit peu là le tour du monde des badass, vous savez, un concept que j'ai lancé là il y a un certain temps où on prend un pays et on essaye de parler de 3 femmes qui ont fait l'histoire de ce pays ou de 3 coutumes qui touchent aux femmes et bah, là, pour la Thaïlande, il y avait beaucoup, beaucoup de choix. Ça, c'est l'avantage des pays qui ont une longue tradition écrite. Du coup, c'est pratique parce que, bah, au moins, on connaît leur histoire sur plusieurs, vraiment, millénaires et donc cette fois-ci, je vous ai trouvé, un panel varié de badass puisqu'on va parler d'une businesswoman qui avait vraiment le commerce international à ses pieds. On va parler d'une militaire, hein, vous savez, je suis une grande fan de l'histoire, des femmes militaires, donc je ne pouvais pas ne pas parler d'une guerrière et enfin, on va parler d'une lanceuse d'alerte. Donc écoutez, posez-vous confortablement et bah, c'est parti! Alors pour pas changer, on va parler d'une femme avec un très fort caractère puisqu'on va parler de Soet Pegua, une businesswoman. Elle a comme réussi à faire plier la puissante Compagnie des Indes orientales. Si vous voyez ce qu'est la Compagnie des Indes orientales, bah vous pouvez vous douter un petit peu du level de cette dame. Donc nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle. On va suivre donc l'histoire d'Ossoet. Ossoet, on sait pas grand-chose sur sa jeunesse. Au moment de notre histoire, elle vit, dans ce qui est la Thaïlande d'aujourd'hui, mais bien sûr, ça ne s'appelait pas Thaïlande, hein, à l'époque. C'était le royaume d'Ayutthaya. Alors Ayutthaya, c'est un royaume très prospère et très bien inséré dans le commerce international, puisque de par sa situation géographique, la Thaïlande est vraiment une plaque tournante, du commerce en Asie, mais aussi, du commerce avec l'Europe et le Moyen-Orient. On y croise des marchands venus de Perse, de Chine, mais surtout des commerçants néerlandais, puisque comme vous le savez peut-être, la très puissante Compagnie des Indes orientales, donc une compagnie de base néerlandaise, mais qui est devenue aussi riche et aussi puissante qu'un État, donc est implantée dans ce qui est l'actuelle Indonésie, mais du coup, tel un poulpe, tel un kraken, a étendu ses bras vraiment sur tous les pays aux alentours. Vous allez me dire, bon, tout ça c'est super, mais quid de Soet? On y revient. Donc, en Soet, on ne sait pas trop comment elle l'a fait, hein, mais elle est parvenue à devenir très amie avec une des épouses du roi de Thaïlande, donc Prasat Tong. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, le commerce était considéré comme une activité pas très prestigieuse et généralement, quand une famille de commerçants avait des fils et que voilà, elle commençait à être un petit peu prospère, ben, elle faisait en sorte que ses fils aient une carrière dans la fonction publique ou une carrière militaire et généralement, le commerce était, confié aux filles. Puisque là encore, on partait du principe que le commerce, bah, c'était plus ou moins une activité domestique, une activité du quotidien et que du coup, bah, allez, c'était, à ces débiles de femmes, de s'en charger et beaucoup de femmes, du coup, avaient leur business et donc les femmes, bah, même si elles n'avaient pas beaucoup de droits, hein, ça on le verra dans la dernière partie de la vidéo, mais elles étaient présentes dans la sphère publique et d'ailleurs, au XVIIe siècle, bah, il y a un des ambassadeurs, donc du royaume de France qui était très étonné de voir que, la princesse, donc la fille du roi, elle-même avait ses propres navires et tirait ses propres revenus du commerce. Donc c'est pour ça que ça ne choquait personne, hein, en fait, que Ossoet ait un business et ben, qu'elle puisse s'adresser directement à des personnes influentes. Et là où Ossoet se distingue, c'est qu'elle va avoir tellement d'influence auprès de la famille royale, elle va tellement se rendre populaire à la cour, bah, que très vite, elle va avoir une situation de monopole, dans le sens où tout commerçant étranger qui souhaite s'entretenir avec le roi devra d'abord, utiliser Ossoet comme intermédiaire. Donc vous vous doutez bien qu'elle va être courtisée de toutes parts. Bon, elle va avoir 3 maris, néerlandais. Il faut savoir qu'à l'époque, les mariages ou les concubinages, de provisoires étaient la norme, hein. C'était beaucoup d'étrangers, prenaient pour épouse une femme thaïlandaise, justement pour pouvoir bénéficier, de ces réseaux. Donc le premier mari, d'Ossoet,
Bon, on va pas trop en parler parce que c'est pas vraiment celui qui compte pour l'histoire. On va parler plutôt du deuxième, Von Vliet. Alors, Von Vliet, il va représenter la Compagnie des Indes orientales en Thaïlande. Et on va dire il va devoir beaucoup à sa femme. Par exemple, quand il est arrivé, le gestionnaire du port de Ayutthaya était farouchement anti-occidentaux. Et donc, les navires néerlandais n'avaient pas le droit de débarquer leurs marchandises, ou alors il fallait vraiment qu'ils payent des taxes faramineuses. Et donc, Von Vliet va vraiment supplier Osowet de faire changer ça. Donc Oxford va accepter et elle va, en gros, convaincre le roi de laisser les Néerlandais débarquer leurs marchandises et commercer en Thaïlande, ce qu'il va accepter. Donc autant dire que oui, la Compagnie des Indes orientales, c'est ce qu'elle doit à Osowet. Donc voilà, pendant des années, Osowet va s'enrichir, devenir de plus en plus puissante. Sauf que voilà, Von Vliet va être muté. Je crois que c'était à Malacca. Et bon, ça arrivait fréquemment, hein, du coup les mariages, on va dire s'effaçaient, hein. Sauf que là, le couple avait 3 filles et généralement, les filles enfin les enfants partaient avec le père. Non pas parce que ces hommes néerlandais avaient un instinct paternel très développé, c'est juste que pour eux, il était hors de question que leurs enfants ne grandissent pas dans la foi chrétienne. Sauf qu'au Koweït, vous pensez qu'elle allait laisser ses filles là, partir avec, Von Vliet là? Ah bah non, elle va dire non. Donc lui, il va être choqué, il va se dire: «Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne» et franchement, elle va l'envoyer promener. Donc bien sûr, il va tempêter, il va essayer de récupérer ses filles et elle va menacer. Osowet, elle va voir le roi, elle lui dit: «Bah voilà ce qui se passe, la Compagnie des Indes orientales veut essayer de me voler mes enfants. C'est simple, s'ils le font, c'en est fini du commerce, entre eux et le royaume d'Ayutthaya». Bien sûr, le roi va dire: «Oui, oui» et donc voilà. Donc bien sûr, la Compagnie des Indes orientales va essayer d'envoyer des pots de vin, de plaider la cause de Von Vliet. Eh ben non, jamais Oswald ne cédera. Et donc du coup, il va devoir misérablement partir, sans ses enfants. Bon après le plaignez pas trop, hein, parce que d'après ce que j'ai compris, la Compagnie des Indes orientales ne payait jamais les billets de retour, des enfants métis vers les Pays-Bas. Donc en fait, la plupart d'entre eux, quand leur père était, retourné aux Pays-Bas, étaient placés dans les orphelinats et globalement ne les revoyaient plus. Donc au final, tant mieux, les 3 filles, ont grandi du coup, avec Osowet et celle-ci, s'est servie de cette histoire de leçon et son troisième mari était un jeune homme de 25 ans, très beau, mais dénué de personnalité, donc un jeune homme qu'elle a pu modeler à son souhait. Donc voilà, écoutez, dans mes vidéos, je parle beaucoup de guerrières, je parle assez peu de commerçantes et là, je trouvais quand même hyper intéressante de voir qu'une femme a réussi à faire plier quand même la très puissante Compagnie des Indes orientales. Hem, c'est comme si aujourd'hui une femme, je sais pas moi, faisait plier le groupe, LVMH à elle seule quoi, pour vous donner une idée. Allez, là, on retrouve notre zone de confort et on parle d'une guerrière comme on les aime. On va parler de Nguyen Chan ou Lady Chan, c'est plus simple. Donc nous sommes dans la région de Phuket. Cette fois-ci, nous sommes un siècle plus tard, au 18e. Ah, titre personnel, j'aime pas trop Phuket. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est un peu, je sais pas, j'y suis allée, quelques fois et j'ai jamais accroché. Trop touristique, trop de fêtards, après c'est peut-être moi, j'ai pas été dans les bons coins, mais, il y a quelques villes comme ça avec qui j'ai du mal, Dubaï, alors Dubaï, c'est mon enfer personnel. New York, bizarrement, j'aime pas New York et ouais, non, Phuket, c'est mon deuxième enfer personnel. Enfin bref, on n'est pas là pour parler voyage, hein, il y a assez de youtubeurs, lifestyle et voyage comme ça. Bref, nous sommes à Phuket en 1786. Donc Lady Chan est la fille, du gouverneur donc, de Phuket. J'ai un petit peu trop dit le nom de cette ville là en 5 minutes. Sa mère, une aristocrate malaise, donc on ne parle pas de n'importe qui, hein. Le début de sa vie est assez traditionnel. Elle se marie, elle devient veuve, elle se remarie, elle a des enfants. Bon, entre-temps, la politique avec un P se manifeste puisque, les Birmans, c'est vraiment à la Thaïlande ce que l'Allemagne était à la France, hein, un ennemi, héréditaire, vont raser, Ayutthaya. Nous sommes en 1767 et c'est la fin d'une ère. Mais les Thaïs, savent rebondir et un nouveau roi, donc va fonder une nouvelle ère, hein. Il s'agit, du roi Rama Ier.
Il nous fonde une nouvelle dynastie, mais malheureusement, les bases de cette dynastie sont fragiles. Et là, les Birmans, ils le savent, hein. Ils voient bien que leur voisin est affaibli. Et ils vont en profiter. Donc le roi Rama ou Shaopraya, ça dépend. Je pense que Shaopraya, c'était son prénom de naissance et Rama, ça a dû être son nom de règne. Va du coup totalement nommer de nouvelles personnes et il va notamment nommer le mari de Lady Chan nouveau gouverneur de Phuket. Tout va bien se passer jusqu'en 85, 1785 bien sûr, puisque la province voisine de Takwa Pa, et j'essaye d'avoir l'accent là, va se faire attaquer par les Birmans. En effet, le roi de Birmanie, là, a 140 000 soldats prêts à tailler en pièces, les Thaïlandais. Sauf qu'il est pas fou, certes les Thaïlandais sont affaiblis, mais quand même, hein, on parle d'un puissant voisin. Donc il va tenter comme ça plusieurs routes pour savoir comment arriver rapidement au cœur du royaume. Phuket, enfin l'ouest de la Thaïlande, fait partie justement de ces routes envisagées, donc il tente, voilà, une incursion. Le gouverneur de Takwapa va être déposé, c'est pas grave, c'était vraiment un mec, enfin, détestable, hein. Il détestait d'ailleurs Lady Chan. Alors, j'ai vu, mais ça je sais pas, c'est toujours dur de savoir le mythe, la vérité, que Lady Chan aurait été emprisonnée par ce gouverneur, que du coup elle va voir l'incursion des Birmanes s'échapper et comme ça retourner à Phuket pour prévenir de l'invasion. Ça je sais pas, j'ai vu ça dans une source, à prendre avec des pincettes. En tout cas, Lady Chan, avant de cette invasion, malheureusement, son mari meurt, la laissant toute seule pour gérer la crise. Alors ça, c'est une sacrée crise, hein. Mais elle va pas paniquer. Elle va armer ses soldats, elle va acquérir des arquebuses, des canons, elle va essayer d'étudier comment positionner les canons pour tenir un siège, elle va entraîner ses soldats, qui s'étaient un petit peu ramollis, elle va aussi entraîner des soldats. Tout le monde doit se battre, hein. Et Lady Chan veut que tout le monde se batte, même les femmes. Donc du coup, elle va les armer, elle va leur mettre des uniformes masculins pour que l'ennemi pense en fait que l'armée de Phuket est 2 fois plus grande que sa taille réelle. Elle va entraîner tout ce petit monde, elle va préparer un siège. Il va y avoir un siège terrible pendant un mois, hein, où on va s'échanger là, des coups de canon. Et ben, les Birmans vont en avoir marre et ils vont partir. Donc ça y est, Lady Chan a réussi à sauver sa province. Bah, bien sûr, Lady Chan va être reçue par le roi, elle va être récompensée, il va y avoir quelques années fastes, hein. Bon, malheureusement, la roue va tourner, donc elle va nommer son fils, enfin son fils va être nommé gouverneur. Ah, il va pas être très bon, hein. Bah, en 1809, les Birmans vont retenter leur chance et cette fois-ci, ils vont réussir à prendre Phuket, hein. Le fils va pas réussir à défendre sa province. Et voilà. C'est bien dommage qu'il ait totalement ruiné les efforts de sa mère. Heureusement, elle était morte avant. Elle a pas pu voir l'échec de son fils qui d'ailleurs va être prisonnier et finir ses jours en détention. Voilà, j'aurais aimé finir sur un happy ending, mais non. Bah alors, troisième histoire, et pas la moins intéressante, puisqu'on va parler d'Am Daeng Moine. Am Daeng Moine. Enfin bref, vous avez vu écrit. Aujourd'hui, je pense qu'on l'aurait qualifiée de lanceuse d'alerte, puisqu'elle va se battre pour l'amélioration des conditions de vie de 50% de la population du pays. Donc du coup, nous sommes en 1845 quand Moine, ok, même si je le prononce mal, vous savez de qui on va parler. Donc elle est à la campagne. Il faut savoir que malheureusement, dans le royaume de Siam du 19e siècle, une femme, surtout à la campagne, ne vaut rien. Elle vaut moins même qu'un bon bœuf, pour vous dire. Les femmes ne peuvent pas. Elles peuvent pas apprendre à lire, elles peuvent pas apprendre à écrire. Elles peuvent être vendues par leur famille, tout le monde s'en fout. Et bah, bien sûr, Moine, ça va pas lui convenir. Elle veut découvrir le monde, elle veut s'éduquer. Elle veut pas juste être une paysanne toute sa vie. Donc à un moment, elle va même se travestir en garçon pour aller étudier la religion dans un monastère du coin. Ça va pas durer. Elle va être découverte et ses parents vont la fiancer à un homme, ouais, pratiquement 3 fois plus âgé qu'elle. Bon, entre-temps, elle sera tombée éperdument amoureuse d'un homme au monastère. Le jouissant en question s'appelle Reed. Donc autant dire que cette union, on l'a arrangée avec un grabataire, ça ne l'enchante pas trop. Du coup, elle va s'enfuir.
elle va être retrouvée, elle va être battue, battue par sa famille, battue par son fiancé. Désolée, je sais qu'il faut pas je parle de ça un petit peu légèrement. Alors, bien sûr, il faut pas parler légèrement des violences faites aux femmes, mais bon, c'est une histoire qui se finit bien, ça s'est passé il y a 200 ans, m'en voulez pas. Elle s'échappe encore une fois, elle est de nouveau attrapée, elle est de nouveau battue. La troisième fois va être la bonne et elle va enfin parvenir à s'enfuir avec Reed. Et là, il y a 2 choix qui s'offrent à elle. Partir, mais c'est vivre dans la clandestinité, toute sa vie parce que bien sûr ses parents, son village la recherchaient, hein, parce que forcément l'honneur de la famille avait été bafoué, l'honneur du grabataire avait été bafoué, ou alors affronter les problèmes. Et Moine, elle voulait vraiment changer les choses parce que Moine, elle s'en était sortie, elle avait réussi à s'échapper, mais elle pensait à ses amies, aux autres jeunes filles là, laissées au village qui allaient connaître le même destin, et elle s'est dit non. Elle s'est rendue à Bangkok dans le but de rencontrer le roi et de lui ouvrir les yeux, sur les conditions des femmes dans son pays. Et ben, elle va y parvenir, hein. Alors, dans son malheur, elle a eu de la chance puisque le roi au pouvoir, c'était le roi Monggut. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous avez vu le film Le Roi et moi. Il y a eu plusieurs versions. Moi, j'ai vu celle de 99 et oui, c'est tiré d'un livre, hein. Alors, ça parle d'une histoire vraie, mais romancée, hein. C'est l'histoire d'une préceptrice britannique, qui s'en va donner donc des cours d'anglais, aux enfants du roi Monggut et bah, du coup, on découvre sa vie au quotidien, dans la cour. Alors bien sûr, dans le film, il y a une romance avec le roi. Moi, j'aime bien, c'est pas du tout, c'est pas du tout véridique historiquement, mais bon, écoutez, hein, on a tous nos plaisirs coupables. Moi, j'aime bien ce film, j'aime beaucoup la musique, je trouve qu'il est bien fait. Mais bon, ça mis à part, Mongout, par contre, était vraiment un roi progressiste. Ça, les films le montrent bien. C'est un homme très ouvert, porté sur la science et pas bête, hein. Il va très vite comprendre que de toute façon, il faut pas rejeter les occidentaux, comme, ce qui se faisait par exemple en Chine, hein, avec l'impératrice Tsui, hein, à la même période. Donc il va accepter de commercer avec des occidentaux, de recevoir des occidentaux, c'est notamment grâce à lui, je pense que la Thaïlande, enfin le royaume de Siam va être, bah, un des seuls pays, d'Asie à n'avoir jamais été colonisé. La Chine n'a pas vraiment été colonisée, mais a été comme été dépecée, hein, avec, le système des concessions. Bah, le royaume de Siam, lui, est resté intact, notamment, je pense, parce que, ben, comme, les Japonais, là, pendant l'ère Meiji, Mangout a compris, hein, qu'il fallait, s'adapter à la modernité et donc même sur les droits humains, il était, on va dire, un peu en avance sur son temps, donc il va accepter de recevoir Moine et elle va lui expliquer, elle va lui dire que dans le royaume de Siam, c'est pas normal qu'on puisse vendre sa petite fille comme on vendrait du porc, ou un poulet et il va être sensible. Alors déjà, il va la pardonner, hein, il va écrire un édit disant que, Moine a le droit d'épouser, son fiancé et que, i sa famille a interdiction de lui faire quoi que ce soit. Mais du coup, elle va aussi lui demander de faire un geste pour toutes les femmes et donc il va interdire, la vente de filles et il va également interdire, les mariages forcés. Alors après, on sait très bien que malheureusement, hein, cette tradition va continuer, mais au moins légalement, les femmes ont gagné un petit peu plus de droits. Et malheureusement, ben, on ne sait pas par la suite ce qu'est devenu Moine. Il y a vraiment j'ai trouvé aucune trace. Bon, on peut que lui espérer, d'avoir eu un mariage heureux. Et écoutez, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous aimez cette vidéo. Vous avez dû voir que le ton de la vidéo était, un peu plus relâché. J'avoue, j'aime bien. En fait, on m'a reproché, hein, il y a des gens un peu lourds en commentaire qui m'ont dit, «Oui, alors non, quand on fait des vidéos d'histoire, faut pas donner son avis, il faut juste donner des faits, il faut être sérieux, hein». Et moi j'ai répondu que: «Mon cher monsieur, si jamais mon style très relâché, ne vous convient pas, il y a plein de youtubeurs histoire. Là, on n'est pas là pour se prendre la tête. Moi, j'aime beaucoup parler, de l'histoire des femmes, mais je veux le faire, comme si on était dans une conversation entre amis, vous voyez? Je vous parle comme je parlerais à mes potes. Certes, c'est sûr, ça fait peut-être pas professionnel, hein, ça ne fait pas académique, mais écoutez, je vérifie toujours plusieurs fois le fond
pour pas vous dire des bêtises. Donc sur le fond, mon discours est quand même bon. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri d'erreurs, hein, mais ça, même les plus grands historiens font des erreurs. Mais sur la forme, voilà, moi je tiens à garder mon style très relâché, très amical, et bah, j'espère que ça vous convient. Et si ça vous convient pas, bah écoutez, on s'en fiche. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Oui, alors pendant que je tournais la vidéo, monsieur s'est installé en face de moi, donc je me suis dit que il fallait quand même que monsieur Gizmo vous fasse un bonjour. Donc voilà, avec Gizmo, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!